avez conduit en Belgique une mission d'entrepreneur, on pourrait dire, du secteur des transports de la République démocratique du Congo. Finalement, sur quel signe, mettez-vous un tel événement? Je pense que ça redonne un peu d'espoir. L'idée, c'était d'approfondir un petit peu, à la fois de voir quels étaient les meilleurs acteurs en Belgique et au Congo dans le secteur du transport, à la fois sous son aspect multimodal, à la fois le secteur aérien, ferroviaire, routier, fluvial et maritime. Et donc pendant une semaine, on a essayé de rencontrer les meilleurs ambassadeurs du secteur en Belgique, et on était donc nous-mêmes congolais, si je puis dire, une soixantaine. Et finalement, quelles sont les retombées de votre émission? Elles sont positives ou bien voilà, vous n'avez pas eu une oreille attentive au niveau des entrepreneurs belges? Non, je pense que évidemment il est encore un peu tôt pour en tirer toutes les conséquences, mais je pense que d'ores et déjà il y a des résultats très concrets qui ont pu être retirés. Donc dans le secteur aérien, il y a un MOU, comme on dit, donc un Memorandum of Understanding, qui a été signé entre la RVA et Belgo Control pour tout ce qui est formation des aiguilleurs du ciel, comme on dit. Vous savez que le Congo est sur la liste noire de l'aviation civile internationale, et donc, pour en sortir, il est important de former aussi les différents acteurs du domaine. Et dans ce domaine donc, de formation de l'aéronautique, le ministre congolais des Transports a visité le premier jour de notre mission le WAN, qui est une école d'aéronautique à Charleroi. Donc, il y a eu et donc l'idée, c'est de créer à Kinshasa et peut-être aussi à Lubumbashi une école d'aéronautique qui pourrait former des personnes dans tous les métiers de l'aéronautique, à la fois au Congo, mais également à vocation régionale pour les pays voisins. Ça, c'est un premier résultat donc, dans le secteur aérien. Et puis, il y en a d'autres, je pense, dans d'autres modes de transport. Le fluvial. Et que donc, vous savez qu'il y a deux accords déjà existants qui vont bientôt fêter leurs 10 ans entre le port de Matadi et le port d'Anvers et le port de Bruxelles et de Kinshasa. C'est l'occasion de revitaliser un peu ces accords. Mais également, on a visité le port de Liège et le port autonome du centre et de l'ouest, à La Louvière, qui est un jeune port en Belgique, et de voir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait collaborer davantage avec d'autres ports fluviaux au Congo. En matière de formation dans le transport fluvial, il y a une visite à un simulateur donc, en 3 dimensions qui forme donc des capitaines de bateaux. Et donc là, tout ça, je pense qu'il y a des échanges possibles. La même chose dans le transport routier, où le ministre congolais de Transport a rencontré le directeur général de la sécurité routière ici au sein du ministère fédéral du transport en Belgique. Et donc là aussi, en matière de contrôle technique et de sécurité routière, il y a une collaboration qui est en train de se mettre en place entre la Belgique et le Congo. C'est que nous avons un rituel qui chaque année a une édition spéciale qui consiste à faire rencontrer les opérateurs du public comme du privé de la République démocratique du Congo avec leurs homologues belges. Et c'est pour donner du contenu à la coopération à la base, où des opérateurs de chaque secteur viennent échanger leurs expériences, définir des périmètres de convergence, éventuellement élaborer des partenariats, afin que la diplomatie soit accompagnée par du vécu concret des réalisations dans différents domaines. Nous avions donc commencé par les domaines de l'agriculture il y a 3 ans, et puis le domaine du bâtiment, puis l'année passée les domaines de la santé, et cette année nous avons décidé de nous attaquer au transport, à la logistique et à la politique de transport en général, et nous entrevoyons la possibilité pour l'année prochaine de faire rencontrer les opérateurs du secteur des mines et de l'énergie. Et donc en collaboration avec l'ambassade de Belgique à Kinshasa à travers son conseiller commercial M. Jérôme Roux et d'autres partenaires, nous avons dégagé cette synergie de mise en commun
des efforts des uns et des autres dans un pays qui aujourd'hui est à 8% de croissance et tend à faire une croissance à 2 chiffres l'année prochaine. Et pour démontrer que ce n'est pas que de la phraséologie macroéconomique, qu'en réalité, de plus en plus, l'embellie économique se vit. Et profitant aussi de l'expertise belge sur ces différents domaines, nous voulons démontrer au monde que des partenariats sont en train de se nouer, en appeler à d'autres partenaires, par exemple du secteur des finances, pour pouvoir accompagner ces face-to-face, B2B, entre opérateurs d'un pays vers un autre, et en l'occurrence du Congo et de la Belgique. Vous avez dans votre discours justement signalé l'importance des transports pour le développement d'un pays, mais en même temps on apprend qu'il y a une vague de privatisation, surtout en ce qui concerne le secteur public. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part ce sont des domaines qui pourraient relever de la souveraineté et que de ce point de vue vous perdez parce que l'économie sera entièrement entre les mains des étrangers? Et vous posez une question importante. Des expériences de privatisation qui se sont passées à travers le monde, notamment en Afrique, qui n'ont peut-être pas donné les résultats escomptés. Donc il faut être très méticuleux, il faut être très regardant par rapport à cette option. Quand bien même le public n'est pas une garantie d'une bonne gestion, ni le privé, le problème c'est de dégager l'efficience avec de bons gestionnaires qui ont dans le sens de la capitalisation des investissements. Et donc, la souveraineté n'est pas contradictoire à la détention de moyens de production par des privés. L'essentiel, c'est de trouver le meilleur équilibre, qui puisse voir des privés qui entreprennent. Et donc, si vous avez entendu parler des privatisations, à ma connaissance, il n'y en a aucune qui a encore abouti. Nous sommes dans un processus d'abord de régularisation des situations des différentes entreprises, notamment leur assainissement financier, administratif, juridique, et un certain nombre de textes juridiques sont venus accompagner cet effort de rentabilisation de ces entreprises. Le processus pourrait continuer et il n'est pas dit que lorsqu'il y a privatisation, le capital n'est ouvert qu'aux étrangers. Il est donc possible que des Congolais qui ont du capital puissent pouvoir s'y investir. Mais on en est encore très loin. C'est rassurant dans la mesure où le cadrage macroéconomique est très réussi et il s'inscrit dans la longue durée. Il est donc possible qu'en s'investissant dans ces domaines stratégiques, j'avoue avec vous, mais qui ne relèvent pas nécessairement des prestations de souveraineté comme les rôles régaliens de l'État dans d'autres domaines de la justice, de l'administration, de la défense ou d'autres. Donc vous pouvez avoir vos apaisements dans la mesure où ce processus est très étudié. D'ailleurs, s'il a pris autant de temps, parce qu'on est très regardant sur différentes étapes pour ne pas tomber dans le piège des privatisations comme elles se sont élaborées dans un certain nombre de pays africains, où il n'y a eu ni amélioration des services rendus au public, ni bénéfices réels, dividendes puisés par l'État à travers ces privatisations. Mais le monde a une tendance lourde vers là. Le Congo ne devrait pas être au bord du chemin. Mais je constate que cette activité intervient à une semaine de l'ouverture du FECU, ou le Forum économique du Congo dans l'Union européenne. Je pense que c'est comme ça. Et puis finalement on se pose la question, pourquoi ne pas l'avoir intégré dans les FECU? Il est dissocié. Est-ce que cela veut dire que les transports ne comptent pas dans l'économie, ou bien finalement c'est quoi l'explication? Le Forum économique congolais dans l'Union européenne est aussi une autre instance qui a une autre philosophie, qui a d'autres objectifs, alors que ce rituel, qui est à sa 4e édition, relève des échanges entre deux pays, donc le bilatéral entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Donc le forum aussi s'élabore pour toute une année. Donc on en conçoit la tenue et son contexte une année à l'avance avec un thème. Il s'est fait que cette année, la mission ici est arrivée presque au moment où le FECU entame sa dernière semaine de préparatifs pour pouvoir se tenir. Donc le forum, comme toutes les autres formes d'organisation de telles rencontres, voudrait cette fois-ci voir la diaspora s'investir dans la croissance économique qui est en train de s'élaborer au pays, les embellis dans la gouvernance, les embellis que l'on constate dans le climat des affaires et les réformes en profondeur que le gouvernement a entreprises afin que
ça ne soit pas un fait exogène des investisseurs extérieurs, que les Congolais s'approprient tous azimuts et à bras-le-corps ce processus de remise en état de leur économie, et cet espace aussi large que l'Union européenne voit fleurir ici et là des Congolais qui ont cet esprit d'entreprise. Nous voulons les convier dans un face-à-face avec les membres du gouvernement qui vont exposer les différentes prestations qui ont été constatées au niveau du pays, mais aussi les demandes, je dirais, solvables, des gens qui ont des idées, qui ont des besoins à exprimer vis-à-vis des membres du gouvernement. Et je trouve que c'est le meilleur moyen vraiment de faire ce brassage où les demandes du public rencontrent l'offre de l'État et vice-versa. Et nous en profitons aussi là aussi de faire des B2B, des face-to-face, en permettant que des Congolais aillent à la rencontre de leurs décideurs, mais qu'ils aillent aussi à la rencontre d'investisseurs qui sont au pays et ceux qui sont ici et ceux qui veulent entreprendre. Donc c'est un grand moment de débat, de discussion et de communication sur l'action gouvernementale en différentes matières, que ce soit les politiques gouvernementales dans l'économie, les politiques gouvernementales sectorielles dans différentes dimensions techniques de l'action du gouvernement. Je crois que c'est un moment très fort, et depuis que nous avons commencé, nous en sommes à la 3e expérience. Nous avions commencé par la première édition qui s'était tenue au Palais d'Egmont, puis à l'Hôtel Thon, et cette fois-ci nous revenons encore au prestigieux cadre du Palais d'Egmont, pour faire en sorte que la diaspora congolaise, comme toutes les autres diasporas, soit alerte quant à s'approprier ce processus et dégager une participation effective. Il y a bien le droit tout à fait reconnu à la diaspora de s'exprimer sur d'autres dimensions politiques, culturelles ou autres, mais si l'engagement est aussi économique, ça serait une bonne chose. Pas seulement parce que les gens envoient de l'argent dans leur famille, ce qui est tout à fait ce qui relève de la solidarité africaine, mais faire des prestations économiques, c'est-à-dire qui dégagent de la rentabilité, qui participent à l'embellie de l'ensemble de nos structures économiques.